avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mélissa Carlier, kinésithérapeute et spécialiste du cycle menstruel. Elle est la réalisatrice du documentaire Révolution menstruelle, disponible sur la plateforme Haute-Suzanne et autrice des livres Le guide du flux libre instinctif et du petit cahier d'exercices de ma révolution intime. Vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Mélissa Carlier, Cyclo Intima. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les profondeurs du concept peu connu mais révolutionnaire du flux libre instinctif, le FLI. Mélissa nous dévoilera les mystères de cette pratique qui permet de se passer progressivement de protection hygiénique et partagera avec nous comment elle aide les femmes à réécrire leur rapport au cycle menstruel en leur enseignant à écouter et à suivre leur corps. Nous aborderons également les intersections entre flux menstruel et éducation des enfants. Mélissa et moi discuterons des défis que les parents, comme moi, peuvent rencontrer dans la sensibilisation de nos enfants à ces sujets et comment créer un environnement familial où les règles sont normalisées. Je suis ravi d'ailleurs qu'elle nous livre des pistes que je vais moi-même pouvoir suivre avec ma fille, mais aussi pour en parler plus tard avec mon garçon. Mélissa partagera son parcours personnel vers la redécouverte des capacités naturelles de son corps en se libérant des méthodes conventionnelles de gestion des menstruations et en adoptant aussi la symptothermie comme méthode de contraception. Nous débattrons aussi de l'impact écologique des produits menstruels traditionnels et des potentialités du flux libre. Restez avec nous pour un échange profondément humain et éclairant qui pourrait bien transformer votre perspective sur la biologie, l'éducation et la simplicité de répondre à nos besoins fondamentaux. Alors préparez-vous à remettre en question ce que vous pensez savoir sur le cycle menstruel. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode ou à mettre 5 étoiles et commenter partout où c'est possible, ainsi que de me suivre sur les réseaux sociaux @papatriarcat pour continuer la conversation. Pour réagir à l'épisode, vous pouvez aussi laisser un message audio via SpeakPipe depuis votre téléphone par exemple, le lien est en description. Commençons tout de suite avec ma première question. Mélissa, en quoi consiste le flux libre instinctif, le FLI ? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui est assez original. Et entendre ce terme comme ça, hors du contexte, on ne peut pas trop deviner ce que c'est. Le flux libre instinctif, c'est une nouvelle manière d'envisager nos menstruations. Alors, quand je dis nouvelle, en fait, on ne sait pas trop si c'est nouveau ou si on réhabilite une manière de gérer ses règles plus naturelles. Mais en fait, c'est une invitation pour les femmes de se reconnecter aux sensations qu'elles ont dans leur corps pour anticiper l'écoulement du sang et savoir à quel moment on doit aller aux toilettes pour libérer le sang. Donc, on va utiliser le terme fluer pour dire qu'on va libérer le sang aux toilettes. On va aussi assimiler ça à ce qu'on appelle de la continence menstruelle. Donc, en fait, c'est apprendre à libérer le sang des règles directement aux toilettes pour progressivement se passer partiellement, voire totalement, mais partiellement de serviettes, de tampons et de cups, généralement, on finit par s'en débarrasser parce qu'on ne les supporte plus. Mais on finit par avoir en général une culotte menstruelle qui dure toute la journée et on libère 80-90% du flux aux toilettes. Voilà. Et donc, c'est une capacité, je le dis dès maintenant parce que c'est hyper important, qui ne s'appuie pas sur la force du périnée. On n'apprend pas aux femmes à retenir le sang en serrant le périnée. C'est totalement impossible, ce serait inconfortable et du coup, il y aurait aucun intérêt, mais on apprend plutôt à se reconnecter à la physiologie de l'écoulement du sang pour savoir à quel moment on a une contraction. Donc voilà, il y a tout le processus des règles qu'on apprend derrière ça. Et à savoir, comme quand on a envie de faire pipi, il y a des symptômes dans le corps. Quels sont les symptômes que mon corps me donne qui m'indiquent en fait ce serait le moment d'aller aux toilettes. Donc on se reconnecte aux sensations de notre corps. Mais quand j'ai envie de faire pipi, je peux me retenir. Alors, quand tu as envie de fluer, tu n'as pas la même capacité de rétention que pour l'urine. Parce que la différence entre la vessie et l'urètre et l'utérus et le vagin, c'est qu'il y a un sphincter au niveau de la vessie, qu'on n'a pas, nous, au niveau de l'utérus. Par contre, on a des symptômes qui nous permettent d'anticiper. C'est-à-dire que, en fait, la femme, elle n'a pas été éduquée, accompagnée à ressentir ce qui se passe dans son corps quand elle a ses règles. Mais le sang, il coule pas en continu comme un robinet ouvert. Ça, j'aime bien le dire parce que c'est très important. Et tant qu'on l'a pas dit, on n'en a pas conscience. Mais il coule par phase. Donc déjà, ça veut dire que tu passes pas ta journée aux toilettes. Tu dois choper les moments où ça coule. Mais entre deux coulées, il se passe rien. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. OK ? Et aussi, au moment où ça coule, tu as d'abord le premier symptôme de la coulée, c'est la contraction de l'utérus. Et entre le moment où l'utérus se contracte et le sang
est extériorisé à la vulve, en fait, est descendu tout en bas, il se passe entre une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Nous, comme on n'a pas été éduqués à ressentir nos symptômes, on ressent l'écoulement toujours à la dernière minute, quand il est arrivé en bas. Donc là, on se dit, mais c'est impossible, faut que je cours en urgence aux toilettes. Parce qu'en fait, on entend le dernier symptôme de la phase d'écoulement. En réalité, si tu commences à prêter attention au premier symptôme qui est la contraction de l'utérus, tu as 30 minutes, voire 45 minutes pour te rendre aux toilettes. Donc là, tu n'es plus dans cette question de « mais comment je fais pour me retenir ?» Mais en fait, tu n'as pas à te retenir. Tu anticipes. Concrètement, une contraction de l'utérus, ça va être une tension en bas du dos, une lourdeur en bas du ventre, un spasme. L'impression de devoir se mouvoir. Tu gigotes un peu, tu es gêné. Un peu comme les enfants qui vont aller faire pipi et qui ne vont pas l'identifier, ils vont un peu gigoter. Et là, tu bouges, il faut que tu ailles aux toilettes. Nous, c'est pareil. Et quand on a identifié ça, là, on va aux toilettes quand on a le temps. C'est-à-dire, soit j'y vais dans la foulée et je vais libérer du sang, mais ce ne sera pas en urgence. Soit j'y vais quand j'ai fini ma tâche en cours, dans la demi-heure, dans les 3/4 d'heure qui suivent. Donc, il n'y a pas d'urgence, en fait. On apprend à anticiper l'écoulement. Ça me fait beaucoup penser, et c'est vrai que tu l'évoques dans le documentaire, tu reçois d'ailleurs Rokia Hossein qui en parle, ça me fait beaucoup penser à ce que nous on a pratiqué à la HNI, l'hygiène naturelle infantile. Tu as écrit un livre, je l'ai rappelé en introduction, tu as écrit un livre, tu as réalisé un documentaire, tu travailles le sujet au quotidien, mais comment ça t'est venu en fait cette idée ? Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler ce sujet et en plus à produire sur le sujet ? En fait, je suis tombée dans la marmite. Okay. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, c'est mon histoire personnelle. C'est-à-dire, il y a plusieurs années, moi, déjà, je suis kiné, mon conjoint est médecin, je suis baignée dans le médical, j'ai plein de médecins, de copines gynéco, j'ai tout ça autour de moi. Donc, venant d'un cursus classique médical, j'avais beaucoup d'a priori sur toutes les méthodes naturelles liées au cycle menstruel. Donc, je me rappelle que la première fois qu'on m'a parlé des femmes qui osaient gérer leur cycle sans la pilule, mais j'ai rigolé. J'avais plein de préjugés. À part que ma vie personnelle m'a rattrapée. Et en fait, un jour, j'ai voulu arrêter la pilule. Parce que, en fait, je mangeais du poulet bio, tout était bio, mais tous les jours, je prenais mon cacheton de perturbateur endocrinien sans problème. Ça m'a posé question. Et quand j'ai arrêté la pilule, j'ai posé la question, mais comment je vais gérer mon cycle, en fait ? Et là, j'ai découvert la symptothermie. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai l'appel d'arrêter en fait de prendre la pilule. Et là, se pose la question, c'est bien beau. J'étais avec mon conjoint à l'époque. Je lui dis, voilà, j'arrête la pilule. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que on n'a pas envie d'avoir un enfant. La question de la contraception s'est posée. Et donc, j'ai découvert une méthode d'observation du cycle qui s'appelle la symptothermie. J'étais très méfiante, mais étant très fanatique du corps, j'ai commencé à éplucher en long, en large, en travers le fonctionnement du cycle menstruel et je cherchais la faille de cette méthode. Et j'ai pas trouvé de faille. J'ai tout lu dans toutes les langues, je cherchais. Et je me suis dit, j'essaye, ça a fonctionné. Mais en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai découvert la magie du cycle menstruel. Et à quel point il m'avait manqué parce que j'ai passé mes plus jeunes années de mes 16 ans à mes 24 ans à prendre la pilule. Donc, j'étais castrée chimiquement, j'avais plus de libido, je savais même pas ce que c'était d'être cyclique. Et quand j'ai redécouvert en fait qui j'étais avec un cycle menstruel, l'impact de l'ovulation, l'impact de ce rythme hormonal, je me suis redécouverte et ça a donné un nouvel élan à ma vie. Dans la foulée, j'ai découvert, alors par le plus grand des hasards, le flux libre instinctif. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai voulu tester les serviettes lavables parce que c'était à la mode et que moi j'adore tester plein de trucs. Donc un jour, j'achète 2-3 serviettes lavables et flemme que je suis. Quand je sentais que le sang coulait, comme c'était à moi de nettoyer mes serviettes, j'allais aux toilettes. Donc parfois en urgence. Mais ce qui s'est passé d'assez surprenant, c'est que cycle après cycle, mes serviettes étaient plus tachées. Et j'anticipais de plus en plus. Mais c'était pas devenu clair et net dans ma tête. Ça s'était fait tout seul, en fait. Et un jour, je tombe sur un témoignage vraiment par hasard sur Facebook d'une nana qui parle du flux libre instinctif et elle décrit ce que je fais. Et là, je découvre 2 choses. Ce que je fais, ça a un nom. Je fais un truc même, déjà. C'est pas mal. Ça a un nom. Et je suis pas la seule à le faire. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais on s'est bien foutu de notre gueule, en fait. Ça a été ça, ma révélation. Notre corps est bien fait. Même notre cycle menstruel et nos règles sont bien faites. On a créé chez la femme une énorme dépendance extérieure
de tout en fait pour gérer nos règles, gérer nos cycles. Être une femme dans notre société, c'est être malade. T'as tes premières règles, tu prends la pilule, tu veux avoir un bébé, t'y arrives plus vu que t'as pris la pilule pendant des années, on te fout des hormones. T'as tes règles, faut foutre un tampon. En fait, être une femme, c'est devoir toujours être dépendante des magasins, de la médecine, etc. Et quand j'ai découvert qu'en fait mon corps, il avait cette capacité naturelle de maîtriser le flux menstruel, bah là je me suis dit, je suis sûre, c'était une conviction intérieure, que c'est universel. Et donc depuis ce jour-là, je me suis posé 2 questions. 1, comment ça marche ? 2, comment je fais pour que toutes les femmes puissent redébloquer cette capacité naturelle qu'elles ont en elles. Et donc depuis des années, je suis animée par ces 2 questions. Et donc le comment ça marche, ça a été le démarrage, parce qu'il a fallu déconstruire plein de préjugés ésotériques, mystiques. Comme je dis, le flux instinctif, c'est pas mystique, c'est physiologique. Je l'explique à travers l'anatomie, tout ça, c'est vraiment expliqué dans mes cours, dans mon livre. Mais c'est vrai qu'on peut aussi tomber sur des contenus qui parlent beaucoup de féminin sacré, tu vois, où ça va être hyper spiritualisé. Alors, j'ai rien contre la spiritualité, mais c'est vrai que du coup, on va mélanger la physiologie et le spirituel, qui sont 2 sujets totalement distincts. C'est ça. En fait. Moi, j'ai voulu casser ça. Ouais, okay. Parce que moi, déjà, l'expérience que j'en avais, elle n'était pas mystique. C'était physiologique. Je faisais un nouveau truc avec mon corps. Et j'ai pas invoqué à la lune un soir avec des plumes dans les cheveux. Hein. Ça s'est fait parce que mon corps a changé de comportement. Comme je l'exprime avec Rokia, c'est psychomoteur. Ouais. C'est mon corps qui a appris un nouveau comportement, qui a des nouvelles habitudes face au même stimuli. Il a créé un nouveau comportement. C'est un schéma intérieur neuronal qui s'est créé. Et ça, j'avais besoin de déconstruire cette image du féminin sacré. Cela dit, c'est vrai que ça va beaucoup intéresser toutes les femmes qui s'intéressent déjà à ces notions de féminin sacré, parce que ça va amener naturellement à la reconnexion à son corps, à une reprise de pouvoir intérieur. Donc, finalement, c'est pour ça que les adeptes de ce sujet-là, c'est souvent des femmes dans la spiritualité. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes qui sont dans le milieu médical, des sages-femmes, qui sont aussi dans l'écologie, parce qu'il y a cette question écologique derrière, on consomme plus de produits qui sont toxiques pour notre corps, parce que les tampons et les serviettes, aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite en octobre 2023, c'est hyper récent, qui prouve que dans des tampons même bio, on retrouve encore des produits chimiques extrêmement graves, et on fait le lien même entre l'endométriose et le port de tampons, c'est extrêmement grave, quoi. Donc, il y a déjà cette question de ces problématiques, la manière dont on gère nos règles. C'est pas normal la manière dont on gère nos règles, que ce soit une cause de désastre écologique parce que les tampons et les serviettes sont pas biodégradables, que ce soit une cause de troubles physiques parce qu'il y a des produits chimiques, que ce soit un risque de syndrome de choc toxique. Donc on peut pas fermer les yeux et se dire non mais il y a pas de problème, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter celle-là ? La manière dont on gère nos règles est déjà pour les femmes problématique. On n'a pas trouvé la solution. Donc après, tu vois, si on me dit non mais ça ce que tu dis ça m'intéresse pas parce que j'adore déjà la manière dont je gère mes règles. Il y a une priorité, moi, dans ce que j'enseigne, c'est le confort menstruel. Le but, c'est pas de se rajouter de la charge mentale. Le but, c'est est-ce que vous êtes en confort ? Comment vous vivez vos règles ? Est-ce que vous êtes en harmonie avec cette période de votre cycle ? Parce que, voilà, on a beaucoup de femmes, malheureusement, été éduquées avec l'idée que c'était une galère, que c'était une souffrance, etc. Alors que les menstruations, c'est quelque chose de beau et c'est surtout un signe de bonne santé pour la femme et que le sang menstruel, c'est un liquide précieux qui porte des cellules souches qui pourraient être utilisées dans la médecine, etc. Donc, c'est revaloriser aussi ce sang, revaloriser cette période de notre cycle et plutôt être en harmonie plutôt que de rejeter, de se dire « mes règles, c'est galère, ça me saoule ». Et en fait, on crée nos propres douleurs psychiques et douleurs physiques parce que c'est corrélé. Et ce qui se passe chez les femmes qui se remettent en connexion avec leur flux menstruel, avec leurs règles, déjà, elles ne reviennent pas en arrière. J'ai formé des milliers de femmes de tout âge, de la puberté à la préménopause, de toute culture et de toute croyance. En général, quand on commence à découvrir que notre corps, il est intelligent et il est avec nous et pas contre nous, on ne revient pas en arrière, en fait. Mais on apprend à adapter la pratique pour rester dans du confort et pas rentrer dans quelque chose de dogmatique. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois vraiment très très bien. Alors, il y a aussi des sujets pour les hommes là-dessus, mais c'est pas le sujet de notre podcast. Je crois que je fasse un truc là-dessus, tiens. mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce sujet. Je trouve que ça rejoint aussi, tu vois, tout ce qui est, quand tu parles de médicalisation, etc. On pense bien sûr aussi au documentaire Naissance respectée, qu'on retrouve aussi sur Anne-Suzanne, sur tout ce qui va être... on va pathologiser
tout, alors que la physiologie explique déjà beaucoup de choses. Moi, c'est ce que j'ai retenu, tu vois, de documentaires comme Naissance respectée ou À la vie aussi de Aude Pépin. Et c'est vrai que, tu vois, en tant que mec, moi, c'est un truc où je me dis, waouh, mais les femmes, on est vraiment dans un niveau de contrôle de leur corps au niveau de la société, qui est juste effroyable, tu vois. Ça commence super jeune. Et comment est-ce que, justement, tu parles des personnes que tu as accompagnées, que ce soit en présentiel, mais bien sûr aussi au travers de ton livre et de ton documentaire, quel bénéfice, en fait, ça apporte aux personnes qui le mettent en œuvre? Les bénéfices, ils vont être retrouvés à différents degrés. Déjà, il y a un premier bénéfice, c'est de plus être en lutte contre cette période de notre cycle. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui regardent le documentaire et qui me disent juste merci, c'est la première fois que j'entends des choses positives sur les règles. C'est vrai, avec du sang rouge. Avec du sang rouge, parce que nous ne sommes pas des schtroumpfettes. Donc déjà, c'est la première fois que j'ai une image positive de cette période de mon cycle. Déjà, ça serait bien de sortir de ce schéma archaïque, de déconstruire un peu le fait que quand on a nos règles, on fasse tourner le lait et pourrir la viande, toutes ces conneries-là, etc. Mais bon, c'est pas si évident. Rappelons que dans le monde, je me permets, c'est un vrai sujet parce que dans le monde, le fait d'avoir ces règles interdit à des petites filles l'éducation. Elles peuvent même être rejetées par les familles le temps des règles. Enfin voilà, il y a vraiment des choses, des croyances incroyables sur le sujet. Ouais. Donc c'est vraiment important parce qu'on a tendance à avoir cette vision très occidentale qui est déjà problématique. Il y a des croyances extrêmement graves autour du monde. On s'en sort très très bien en France. Parce qu'au Népal, les jeunes filles, elles ont le chapadi. Quand elles ont leurs règles, on les fout dans une hutte pendant plusieurs jours. On est exclu des lieux de culte, etc. etc. Donc, actuellement, dans le monde, il y a un gros travail à faire là-dessus, sur la base de juste quand on a nos règles. En fin de compte, on devrait être même protégé, valorisé, en tout cas, pas exclu, quoi. Donc, les bénéfices, c'est la vision des règles. Les autres bénéfices, déjà, pour les femmes qui pratiquent, c'est qu'on s'aperçoit, et j'ai fait une étude qui est sortie là-dessus en octobre, que les femmes qui commencent à pratiquer le flux libre avaient la nature de leurs règles qui changeait en positif. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Accroche-toi bien. Les femmes qui pratiquent le flux libre décrivent à 62% pour celles qui avaient des règles douloureuses que leurs règles sont moins douloureuses. Donc, on explose les records. 60% des femmes qui pratiquent le flux libre ont des règles plus courtes. Si je peux me permettre, moins douloureuse, mais sans traitement, sans cachet, sans paracétamol. Parce qu'elles ont mis leur sang dans les chiottes. 60% ont des règles plus courtes. C'est-à-dire qu'on passe de 4, 5, 6 jours de règles. En moyenne, on décale vers le bas à 2, 3, 4 jours. Avec des femmes qui disent qu'au bout de 2 jours de règles, à l'issue des 2 jours, le lendemain, elles ont quasiment plus de sang. Des règles moins abondantes. Et la diminution de certains troubles qui étaient liés certainement au port de tampons et de serviettes, comme les femmes qui avaient des mycoses à répétition qui n'ont plus de mycose, des femmes qui avaient des troubles du périnée qui témoignent que ça va mieux, etc. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que finalement, c'est pas un retour au bon sens? Parce que peut-être qu'on était en train de lutter contre quelque chose de naturel sous une certaine forme et que nos règles sont devenues galères, mais parce que le corps, il était en train de vouloir passer par un chemin qui n'était pas naturel. Donc ça, c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu des centaines de femmes me témoigner ça. J'en avais marre d'avoir, moi, des messages tous les jours. Je me suis dit, il faut des preuves. J'ai fait une étude. J'ai accompagné l'année dernière 320 femmes dans la pratique du flux libre en janvier au cours d'une formation de mon académie. À l'issue, j'ai fait une étude avant-après. Parmi elles, ce sont les résultats. Ces femmes, je les ai pas présélectionnées, je les ai pas payées pour qu'elles me disent ce que j'avais envie d'entendre. Elles ont volontairement participé et déposé ça dans les sondages. Donc déjà, ça montre que ça a un impact extrêmement positif sur la nature des règles. Donc ça, c'est dingue déjà. Mmh. Après, d'un point de vue écologique, on pollue plus. D'un point de vue économique, ça ne nous coûte plus rien d'avoir nos règles. Et soit dit en passant, du coup, ça ne coûte plus rien parce que tu vois, moi, je fais partie des gens qui militent pour que tout ce qui est protection menstruelle et tout... ça soit gratuit tout au long de la vie. Mais du coup, en plus, imaginons qu'on mette en place cette mesure. Si le FLI était popularisé, disons, c'est une mesure qui coûterait aussi beaucoup moins cher à la société, soit en passant. Donc, il y a un vrai sujet d'égalité, tu vois. Aussi. Mais évidemment, c'est-à-dire que là, on se retrouve avec tes règles ne te coûtent plus rien. Encore une fois, je le dis dans mon livre, je le dis dans mon documentaire, je le dis dans mes formations. Étant donné qu'on n'a pas de sphincter, on ne va pas chercher le zéro tâche. Et pourquoi je le dis? Parce que là, on va commencer à se mettre la pression, on va se mettre un objectif.
Pourquoi ? Parce que la charge mentale qu'il y a entre je maîtrise 70-80% de mon flux, quelque chose qui vient très naturellement, avec quelques petites connaissances. C'est de l'éducation menstruelle, hein. En fait, pour apprendre comment gérer ses règles, il faut savoir comment coule le sang. Le flux libre instinctif, c'est savoir comment coule le sang des règles. Et en fait, ça consiste à faire de l'éducation menstruelle sur l'écoulement et les phases de contraction de l'utérus. Grosso modo, ça repose là-dessus. Après, une fois qu'on a cette base-là, les femmes, dès le premier cycle qui suit, juste en ayant ce déclic-là, elles fluent au moins une fois aux toilettes. C'est-à-dire que ça s'enclenche tout de suite parce qu'elles ont la capacité. Après, très naturellement, elles évoluent. Et j'ai oublié de te dire un truc dans les résultats. Les 64% des femmes qui pratiquent les flux libres, et là, les résultats que je t'ai donnés, c'est au bout de 9 mois. Donc, on sait que ça évolue encore plus avec le temps. Elles n'ont plus leurs règles la nuit. C'est-à-dire que soit ça les réveille comme une envie d'uriner, naturellement, elles vont fluer et elles vont se recoucher, soit elles n'ont plus de contraction utérine la nuit. Les galères qu'on a quand on a nos règles, tu te réveilles en stress en te disant... Est-ce que j'ai taché mes draps ? Il faut que tu achètes les serviettes de nuit, les serviettes de jour, les protège-slip, les tampons plus, les tampons plus, les tampons plus. Enfin, il faut toujours adapter au contexte, au truc, etc. Les femmes, quand elles n'ont plus leurs règles la nuit, c'est une libération. Je te crois sur parole. Voilà, je te le dis parce que c'est un truc de fou. Quand la nuit, t'as un truc qui coule entre tes jambes, qui tâche. C'est gênant. Et en plus, tu le maîtrises pas. C'est vraiment... une perte de pouvoir. Mais le fait que les femmes, elles n'ont plus leurs règles la nuit, ça montre que c'est vraiment le corps qui prend le relais et que c'est pas un contrôle de la volonté parce que tu pourrais pas le faire sinon. Bien sûr. Vu que tu dors. C'est ultra intéressant. Merci. Non, mais c'est énorme. Ok, donc ça c'est pour les bénéfices. Quels défis et quels freins tu as rencontrés, alors que ce soit dans l'accompagnement des femmes que tu as suivies et que tu suis, mais aussi dans la réalisation de livres, de documentaires. C'est quoi les défis et les freins sur le FLI ? Depuis que j'ai démarré, mes principaux défis, ça a été déjà, donc comme je disais, de casser les préjugés. Et ça l'est encore occasionnellement, mais de moins en moins. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, on me disait c'est impossible, faut avoir un périnée super fort, c'est réservé à des femmes hyper connectées à leur corps, vous avez que ça à foutre. En gros, il y avait tellement de préjugés en fait là-dessus, et même dans le milieu médical, qu'il a fallu vraiment faire un gros travail d'éducation en fait, d'expliquer ce que c'est, parce qu'en fait on parlait pas de la même chose. Mmh. Donc à partir de là, ça a été un frein. Après, j'irais sur le terrain. Un des challenges que j'ai eu à voir, c'est savoir comment transmettre cette méthode pour qu'elle soit entendue et intégrée à tout type de femmes, peu importe l'éducation et le niveau qu'elles ont sur la connaissance de leur corps. Donc faire une transmission qui soit universelle, mais sans qu'elles aient la sensation et qu'elles se mettent une pression et qu'elles aient envie de réussir. Parce que on a souvent ce côté très tout blanc, tout noir. Ah, je commence cette méthode, faut que ça marche. Et là, tu rentres dans quelque chose de dogmatique où tu te fous de la pression. Donc, ça a été vraiment de transmettre que c'est pas une nouvelle pratique dans laquelle on rentre et maintenant on peut étiqueter nos toilettes. Ici, il y a une flueuse, mais de se dire c'est une philosophie et une nouvelle posture. Désolé, mais en fait, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer même, tu vois, un sticker de voiture en mode FLI à bord, tu vois. FLI à bord. Non, mais tu sais, je le dis parce que on peut avoir le syndrome de la bonne élève. Il y en a qui sont plutôt contrôlantes, perfectionnistes. J'en fais partie. Quand on veut démarrer un truc, on démarre à fond. Je démarre le zéro déchet, j'achète tous les bocaux. Ok, c'est cool. Mais là, on parle pas de ça. Là, c'est une expérience et une exploration avec soi-même. Ça ne regarde pas l'extérieur. C'est un processus, quoi. C'est un processus. C'est pas le résultat, tu vois, par rapport à ce que tu disais précédemment, mais c'est aussi quelque chose qui tient de l'éducation. Hein. Ouais. Désolé d'élargir un petit peu le sujet, mais ça tient vraiment à l'éducation ce qu'on nous apprend, mais depuis tout petit, depuis l'école, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est le résultat. Alors que là, c'est le processus, tu vois, vraiment. Et on ne cesse de le répéter, et ça va beaucoup avec mes croyances sur l'éducation. C'est que là, encore une fois, c'est le processus. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire, alors peut-être que je dis une connerie, mais même une femme qui commencerait avec, je sais pas, le contrôle de 5% de son flux, on s'en fout en fait. C'est déjà 5% qu'il n'y avait pas avant. T'as tout compris. En fait, c'est ça. C'est d'expliquer déjà que c'est un processus d'apprentissage, que tu dois faire confiance à ton corps. Au même titre qu'un enfant, tu peux pas attendre de lui que du jour au lendemain, en lui enlevant sa couche, il n'aura plus d'accident, entre guillemets. Toi, tu peux pas exiger ça de toi-même. Déjà, les femmes me disaient, moi, j'ai essayé une fois, ça marche pas.
C'est comme l'éducation positive, tu sais. Ah ouais, ça marche pas. Non, mais j'ai essayé une fois, il a pas écouté, c'est de la merde. Exactement. Et là, je me regarde, t'as essayé quoi en fait? Qu'est-ce que t'as essayé une fois? Je comprends pas. Ouais, bah en fait, oui, la première fois, ok, j'ai réussi à mettre un peu aux toilettes, mais après ça a coulé dans ma culotte, ça marche pas. En fait, si, ça a marché. Parce que t'as réussi à libérer un peu aux toilettes et tu l'as fait en conscience et t'as été actrice de ça. Donc si tu passes de 0 à 10%, puis de 10 à 20, puis de 20 à 40 et ça évolue, bah ça marche. Donc je dirais c'était aussi bien d'être clair aussi sur la posture intérieure, sur ce cheminement, parce que pas se mettre en situation d'échec, pas se mettre la pression, et aussi s'autoriser à lâcher quand c'est pas le moment. Par exemple, les femmes qui disent non mais là, Mélissa, comment je vais faire pour faire le flux libre? J'ai un voyage de 11 heures dans un bus au Népal, j'ai mes règles. Eh ben tu fais pas. Tu fais comme avant, tu faisais comment? À aucun moment on s'est mis autour d'un feu en jetant de Tampax. Hein. Tu as le droit de remettre un tampon de temps en temps. On rentre pas dans un courant. On s'offre une nouvelle voie de gestion de nos règles parmi ceux qui existent déjà. Ce que tu évoques là, ça me rappelle énormément, encore une fois, je fais le parallèle avec la HNI, l'hygiène naturelle infantile, on en parle avec Rukia dans le podcast. C'est que nous, tu vois, quand on a fait la HNI avec Sarah, on s'est très très vite détaché du perfectionnisme et du résultat, et en se disant, ok, moi par exemple, si tu veux, j'avais fait le choix que Sarah, donc elle était en HNI, mais les trajets en voiture, il y avait une couche, on remettait une couche au début, et ensuite il y avait un linge, il y avait quelque chose, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que je rajoutais un linge sur le siège auto, mais parce qu'en fait, je voulais pas me faire chier à laver le haut du siège auto, tu vois, tout simplement, en cas de non-retenue. Et je pense qu'en effet, mais tu sais, c'est comme tout. J'ai même envie d'aller plus loin, tu vois, en comparaison, c'est comme les écrans, tu vois. Oui. C'est-à-dire zéro écran des autres. Mais ok, et on en parle ça avec la docteure Anis Ducanda. Pourtant, elle qui est une farouche sur la surexposition aux écrans, elle-même, elle dit, elle me rassure moi-même sur ce qu'on aurait pu me faire, en disant mais c'est exceptionnel, c'est bon, tout va bien. Même votre gamin à 2 ans, s'il regarde un film une fois dans l'année, ça va bien se passer. Hein. Ouais, et c'est un petit peu pareil, tu vois, c'est sortir de cette vision du résultat, du perfectionnisme, quoi. Et de s'écouter, c'est-à-dire qu'encore une fois, l'invitation là, c'est de vous dire, aujourd'hui vous êtes à 0% de cette capacité, c'est dommage, parce que c'est en vous, et que ça peut peut-être vous faire du bien. Et ça peut peut-être diminuer vos douleurs, diminuer la durée des règles et rendre tout ça beaucoup plus confortable, et en plus vraiment procurer une sensation de fierté, parce que les femmes, j'ai quand même des femmes qui en sortant des toilettes m'envoient des messages sur Instagram en me disant j'ai flué, je suis trop heureuse et tout, parce que on se dit ah purée, en fait ça fait du bien de se sentir. Et puis après, au-delà de ça, on adapte au contexte, on adapte à la situation. Même nos règles, elles changent. Il y a des cycles, c'est plus abondant, d'autres, c'est moins abondant. Ça va dépendre de notre équilibre hormonal. Ça dépend de plein de facteurs, tu vois. Donc vraiment rester dans quelque chose de souple, en fait. Ok, moi je suis papa d'une petite fille. Oui. Qui s'appelle Sarah, qui a 5 ans au moment où on enregistre cet épisode. Un jour, il faudra bien que je lui parle de ses règles. Et comment est-ce qu'un parent peut aborder, alors peut-être qu'on va essayer de prendre, j'ose imaginer que tu vois, à l'âge de ma fille, la première chose, c'est de parler des règles simplement, sans forcément parler du FLI. Mais imaginons un parent, tu vois, moi j'ai des amis qui sont parents de jeunes ados. Après, les règles peuvent arriver à des âges très différents. Mais comment est-ce qu'un parent peut aborder le sujet du FLI avec son enfant? C'est très intéressant. J'ai plein de choses à dire. Mais vas-y. Ça va être un podcast entier. Mon fils, il a 3 ans et il sait déjà que je pratique le flux libre. Bon, déjà parce que quand il était dans mon ventre, il assistait déjà à 150 conférences. Ok, il est sensibilisé dès l'utérus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ce que tu me disais tout à l'heure avec l'histoire des jupes. Les règles, c'est un sujet et à la fois un non-sujet. Ça fait partie, c'est comme les saisons dehors, on voit. Petit aparté, excuse-moi, je te coupe, petit aparté. Avant d'enregistrer, on parlait du fait que j'allais acheter une jupe pour homme. Voilà. Pourquoi je fais la comparaison avec tes jupes et le fait qu'à la maison, peut-être, tu puisses normaliser le fait que tu portes ce que tu veux chez toi, et en dehors de chez toi d'ailleurs. À 3 ans et bien avant, les enfants, ils nous suivent tout le temps quand on est aux toilettes, quand on est maman. C'est vrai. Mais même quand on est papa. Et quand on est papa, peut-être, voilà. Moi aussi. Voilà, moi, mon fils est mon chat. Hein. Je suis jamais toute seule dans les chiottes. Et parfois, j'ai mes règles. Mais oui. Voilà. Et je flue, moi. Donc, c'est rouge. Et puis, il est curieux et puis il voit que c'est rouge. Et je lui explique. Il a eu peur et il pensait que j'étais malade. Mais oui. Maman, elle a du sang. Et je lui dis non, maman, elle a ses règles. Et ça, pourquoi? Donc là, je vais pas rentrer dans le détail du processus. Tu sais, c'est l'endomètre qui se libère. Non. Je lui dis, une fois par mois, les mamans, quand elles ont pas de bébé dans le ventre, il y a du sang qui se libère. Ça veut dire qu'elles sont en bonne santé.
tous les mois ou de temps en temps, ça lui arrive de revoir où je lui dis, là, je suis fatiguée, mon chou, j'ai mes règles. Ah, ça va, mais du coup, t'as pas de pépé dans le ventre. L'éducation menstruelle, elle commence là. Il a 3 ans, c'est un petit garçon, la question se pose même pas. Il sait que comme les saisons à l'extérieur, maman, elle a ses saisons intérieures. J'ai aussi un petit livre sur le cycle menstruel qu'il adore, illustré et qu'il veut toujours lire. Il a bien compris que c'était les filles, pas les petits garçons, qu'on n'avait pas exactement le même corps, et je lui explique ça très clairement. Et comme il voit que ça se libère aux toilettes, je pense que j'ai même pas besoin de parler de fluide instinctif, en fait. Oui, c'est-à-dire que lui, sa norme, c'est une femme qui a ses règles, elle libère son flux aux toilettes. Bah oui, parce que c'est ce qui se passe à la maison. Donc voilà, et puis c'est pas tabou, et je vais pas non plus lui montrer ni l'un ni l'autre, mais c'est les moments où c'était là, je lui ai expliqué. Et puis parfois, alors la dernière fois, il avait un petit peu de sang quand il est allé à la selle, et il m'a dit, maman, j'ai mes règles. Et je lui ai dit, non, mon chou, toi c'est différent, etc. Donc voilà, il a appris que les femmes, elles avaient leurs règles, et puis quand elle voit mes copines de maman qui sont enceintes, t'as pas tes règles, il sait que ça existe. Et c'est même pas une question, en fait, c'est comme ça. Voilà. Après, comment on fait pour introduire le sujet? Parce que parler des règles et du cycle menstruel ou de sexualité avec un enfant, ça challenge les parents. C'est ça le challenge, c'est à quel point pour moi c'est facile ou difficile d'en parler. Elle est là la question, parce que l'enfant il est prêt à en entendre parler à n'importe quel âge. Mais nous, c'est comment on fait pour en parler. Parfois on n'a pas les ressources. Comment dire, faut pas culpabiliser si on n'a pas réussi ou si c'est trop difficile, si on n'a pas les mots, ou si nous-mêmes on sait pas. Parce que l'éducation menstruelle que moi j'apprends aux femmes, il y a des femmes qui à 50 ans ne savaient même pas comment ça fonctionnait. Parce que l'éducation menstruelle, on l'a pas eu. Comment on veut enseigner à nos enfants quelque chose qu'on ne comprend pas, en fait. Donc là, déjà, moi je dirais le processus, déjà en tant que parent, c'est soit de se renseigner soi-même pour avoir une mini-culture, soit en regardant le documentaire, en lisant ou juste en s'informant avec des petites bases. Et si on s'en sent pas capable, et on a le droit de pas se sentir capable de parler de ça parce qu'on a nous-mêmes notre processus de développement et nos tabous à libérer, et on fait ce qu'on peut, il y a des ateliers qui sont faits pour les enfants par des sexologues, par des gens spécialisés, très fun, très pédagogiques, où les enfants peuvent apprendre le cycle menstruel. Donc déjà, la première étape, avant de parler du flux libre, c'est de parler du cycle menstruel et des règles. Et en fait, on ne va pas utiliser tout de suite le terme flux libre instinctif. Comme j'ai dit tout à l'heure, le flux libre instinctif, c'est l'éducation menstruelle. On va juste expliquer à notre enfant ou à notre ado comment coule le sang des règles. Notre ado, elle a ses premières règles. Et on lui dit, tu vois, tu as tes règles. Peut-être que tu as senti que ça te faisait un petit spasme dans le ventre. Qu'est-ce que tu ressens quand tu as tes règles? Ah, je sens ça, je sens ci. Ok. Tu sais que si tu sens ça, ça veut dire que tu as du sang qui va couler. Donc, soit tu laisses couler dans une serviette, tu as le droit, ou dans un tampon, soit tu as des toilettes et tu peux aller libérer le sang aux toilettes. C'est tout, c'est logique. Dit comme ça, oui. Voilà. Après, tu appelles ça flux libre instinctif si tu veux. Et puis, elle va te dire, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même être lucide. L'accès aux toilettes n'est pas forcément évident pour une adolescente qui est au collège ou au lycée. C'est un autre sujet et un autre problème. Donc, on ne va pas imposer, parce que nous, en tant que maman, on est dans un nouveau délire de flux libre instinctif. Moi, j'ai beaucoup de gens qui disent, mon ado, elle ne veut pas en entendre parler. Je lui dis, si elle ne veut pas en entendre parler, tu lui fous la paix. Parce qu'elle a 16 ans, toi, tu as découvert ça à 35 ans. Peut-être que ça viendra ou pas. C'est de son chemin, c'est chacun son chemin. Mais elle sait que ça existe. Et quand on est à l'école, on est bloqué sur une chaise pendant 2 ou 3 heures. Les toilettes du collège ou du lycée, elles sont crado. Enfin, franchement... Oui, et puis même par rapport à ce que tu dis, tu as 1 heure de maths, au début de ton cours de maths, tu sens cette contraction. Voilà. Et on t'autorise pas à sortir pour aller aux toilettes. Comment tu fais? Le but, c'est de se sentir en sécurité, en confort. Oui. Pas de mettre notre ado dans une situation encore plus gênante, tu vois. Donc, je peux pas empêcher de me dire, alors je suis peut-être hors sujet par rapport à notre discours, mais je peux pas empêcher de me dire qu'encore une fois, si tu veux, on pense les règles, tu vois, par rapport à cette histoire de collège et de pas sortir par la toilette, on pense les règles de vie, pas les règles menstruelles, mais on pense les règles uniquement pour que les corps s'adaptent à la société, et on n'adapte pas la société au corps, tu vois. Bien sûr. C'est parce que même le fait, tu vois, de pas pouvoir aller aux toilettes, principalement un prof, il a pensé faire pipi, tu vois. Et puis faire pipi, on peut potentiellement se retenir. C'est juste dingue. Ça vaut pour plein de sujets, mais on nous apprend pas à écouter nos besoins. Bien sûr, oui.
Tout à fait. Même on nous autorise pas, c'est mal vu. Elle s'écoute trop celle-là, saisis-toi, comment ça tu te sens pas bien, ça va, il s'est rien passé, gna gna gna. C'est mal vu chez les femmes, souvent, si je me permets. Chez les mecs, on va plutôt dire qu'on ose s'affirmer. Ouais, mais chez les hommes, ça va être sur d'autres aspects, parce qu'émotionnellement, un homme, oui, tu vois, bien sûr, oui. En fait, le besoin, il a plusieurs dimensions. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, il faut que nous, on se réautorise à écouter nos besoins. Donc, on le retrouve chez des adultes qui me disent « Ouais, mais moi, au travail, je peux pas aller aux toilettes. » Ah bon ? C'est-à-dire ? C'est ouf. Je veux dire, tu peux pas aller aux toilettes. Genre, besoin de base numéro 1. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc ça, déjà, moi, ça me choque. Si le problème du flux libre, c'est qu'on peut pas aller aux toilettes, le problème, c'est pas le flux libre. Faut remettre les choses à leur place. J'ai une anecdote là-dessus, tu sais. C'est que moi, quand je suis arrivé à la Fnac de Poitiers, j'ai commencé par m'occuper du service client. Et en fait, en faisant le point avec les hôtesses de caisse, etc., je me rends compte que, elles sont totalement soumises à d'autres groupes dans le magasin, notamment des groupes très masculins comme les produits techniques et tout. Enfin, ce sont leurs boniches, quoi. Donc ça, déjà, ça me dérange énormément. Et en plus, tu veux, à ce moment-là, il n'y avait pas de... Moi, j'ai mis en place la file unique et il n'y avait pas de file unique. Et du coup, en fait, elles ne s'autorisaient jamais à aller aux toilettes parce qu'en fait, comme elles avaient une file d'attente sur leur caisse, si elles avaient besoin d'aller faire pipi là, en fait, il y avait des clients qui étaient sûrs de ne pas être encaissés. Et du coup, ça, c'était un vrai argument, tu vois, tu sais, qu'on parle d'accompagner le changement. Quand je leur ai dit, avec une file unique, comme elles sont toujours deux, en fait, vous avez toujours quelqu'un qui va pouvoir vous permettre d'aller aux toilettes. Il y a toujours quelqu'un, vous allez toujours pouvoir écouter vos besoins. Et ça, elles m'ont dit, un an après, tu vois, qu'on a fait après la mise en place et tout, elles m'ont dit, mais en fait, ça a l'air de rien. Parce que tu vois, c'est pas une augmentation, c'est pas, tu sais, souvent on pense, quand on parle conditions de travail, on pense rémunération, tu vois. Et elles m'ont dit, mais en fait, ça a changé notre vie, quoi. Non, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Et tu te retrouves avec des jeunes femmes de 29 ou 30 ans. Moi, j'ai une amie qui était infirmière, qui pouvait même pas faire pipi une fois dans la matinée. Donc, elle a appris à se retenir 5 ou 6 heures. Ouais. Mais elle ne buvait plus d'eau. Ben oui. Là, tu bois plus d'eau et tu dérègles ta vessie. Alors, oui. super, t'as 25 ans, 26 ans, 27 ans, t'as des incontinences urinaires. Donc, en fait, là, le problème avec l'accès aux toilettes, il commence très jeune parce qu'on nous apprend dès l'enfance que t'as pas le droit de t'écouter à n'importe quelle heure, qu'il y a des heures pour aller aux toilettes. Et puis, quand tu grandis, tu restes dans ce conditionnement-là. Donc, le libre, en fait, ça vient toucher à plein de dimensions parce que là, on dit aux femmes... en fait, si tu as besoin d'aller aux toilettes un peu plus souvent dans la journée, ça prend 30 secondes, hein, tu restes pas 5 heures sur les shots. Et alors ? C'est pas un problème, ça. Alors, je veux bien que quand tu fais tes courses, quand il n'y a pas, là, il y a s'autoriser à, mais quand il n'y a pas, tu as ta culotte menstruelle. Tu t'es pas mis en insécurité. Avant, tu passais ta journée avec un tampon, une cup ou une serviette. Si là, il y a une coulée qui t'échappe, on s'en fout. Complètement. Voilà. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. On va pas inventer, tu vois. Mais ouais, ça, c'est vraiment important aussi de le prendre en compte, quoi. On a déjà dit beaucoup de choses dans cet épisode. On a vu ça par rapport à la grande description que tu en as fait, comment en parler aux enfants. Et vraiment, ça, je trouve que c'est hyper important. Peut-être qu'il y aura un livre pour enfants à paraître, je ne sais pas. On pose l'idée, on pose ça là. C'est pas vraiment que j'ai l'idée, je pense qu'un jour en tout cas, j'aimerais bien, moi, avoir un support pour ma fille, tu vois. Ouais. Tu disais comment en parler. Je rappelle, hein, tu vois, par rapport à la sexualité, il y a Charline Vermont qui a fait un excellent livre sur, justement, pour les parents aussi, sur comment en parler de sexualité aux enfants. Je trouve ça hyper intéressant. Qui est ça aussi pour que les pères puissent s'approprier un sujet qu'on ne maîtrise pas du tout, tu vois. Alors... Je t'interromps, mais c'est marrant parce que donc, j'ai fait une formation qui est totalement gratuite en ligne sur le fibre instinctif. Okay. J'ai beaucoup de papas. On mettra le lien en description ? Oui, avec plaisir. J'ai beaucoup de papas qui prennent cette formation pour comprendre, pour savoir comment parler et pour regarder avec leur fille. Moi, je trouve ça génial. Même le documentaire, je donne beaucoup mon documentaire à des papas. Parce qu'en fait, il y a une énorme demande des pères qui ne savent comme ils n'ont pas expérimenté ça, ils peuvent mettre aucun mot. Et en plus, comme c'était tabou, on leur a jamais rien expliqué. Mêle-toi de tes oignons, c'est un truc de fille. Alors là, ils se retrouvent comme comme ça, en plein milieu, en se disant mais comment je vais faire ? Qu'est-ce que je peux lui dire ? Donc, il y a déjà des ressources. Pas obligé de se coltiner un livre de 250 pages. Il y a déjà la petite formation, ça donne des pistes. Ça permet d'en parler et de transmettre une image plus positive pour que notre fille
apprécie cette période de son cycle. Et si elle est problématique, si elle a des règles douloureuses, j'en profite pour faire un petit aparté, c'est pas normal d'avoir mal pendant ça, etc. Et il y a des solutions. Si vous emmenez votre fille voir un médecin qui dit « mais c'est normal qu'elle ait mal pendant ses règles », changez de médecin. Voilà. C'est bien de l'avoir dit, merci. Voilà, ça je la place parce qu'on normalise les douleurs de règles. Non, il y a des causes aux douleurs de règles. Déjà, la cause numéro 1 qu'il faut explorer, c'est l'endométriose. On en parle beaucoup. Mais il y en a d'autres. Ça peut être inflammatoire à cause de l'alimentation, des fibromes ou je ne sais quoi. Donc, faut écarter les pistes pathologiques. Et si c'est pas pathologique, le flux libre, déjà, vient vraiment soulager les douleurs. Donc voilà. Et puis peut-être un jour un livre. Je fais un petit clin d'œil à Laura, mon éditrice. Ok, merci d'avoir déjà dit tout ça. Si on devait résumer là, tu vois, pour conclure, un message que je voudrais passer à l'auditoire, qui est aussi composé de beaucoup de parents, de beaucoup de mères aussi. Qu'est-ce que tu aimerais, le mot de la fin, le mot pour oser parler, le message principal que tu souhaites transmettre sur le FLI ou plutôt sur la connaissance du cycle menstruel. Si ce sujet vous interpelle, posez-vous la question pourquoi. Osez dépasser vos croyances et ayez confiance en votre corps. Parce que nos corps sont bien faits et il n'y a pas de raison qu'on subisse d'avoir nos règles, surtout qu'on a nos règles 450 fois, voire 500 fois dans une vie. Donc c'est pas un petit sujet. 6 ans, plus de 6 ans de règles dans une vie, c'est long. Autant bien vivre cette période et que cette période soit une opportunité d'évolution et d'amour de soi. C'est possible et c'est pas mystique, c'est accessible à toutes. Donc, allez voir si vous êtes curieuse et puis expérimentez, il n'y a rien à perdre. Et je vais même oser rajouter que si vous avez des enfants, notamment si vous avez des filles, c'est peut-être l'occasion de leur transmettre par l'exemple. Oui. La connexion à son corps, le respect de son corps. Voilà. Ne serait-ce que d'essayer peut-être, de voir qu'on a cette ouverture-là. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Mélissa. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.